Moussa Seck est agronome, diplômé de l'Université du Minnesota aux États-Unis, ainsi que de l'Institut agronomique et vétérinaire à Sande du Maroc. Il est président du PANAC. Le PANAC, c'est le consortium panafricain de l'agrobusiness et de l'agro-industrie. Il est également vice-président chargé de la stratégie de l'Institut panafricain de stratégie pour la paix, la sécurité et la bonne gouvernance, qui, je crois, début novembre, a organisé les rencontres de Dakar sur la paix et la sécurité. Monsieur Moussa Seck a dirigé pendant 18 ans le Minnesota Studies in International Development, ainsi que le département Système et Prospective d'INDA Tiers-Monde. Il est à l'origine du projet Sénégal Vert et du programme Agraria Africa, dont je crois il va nous parler. Donc, monsieur Moussa Seck, je vous cède la parole. Merci. C'est un long discours. D'abord, permettez-moi de remercier la Fondation Femmes et Plus Agri à travers le président René Caron et Jean-François Isambert. Et aussi de remercier tous les collègues de Jean-Christophe Debar pour m'avoir permis vraiment de venir ici, de travailler dur pour interagir avec vous ce matin sur ce que nous pensons en Afrique, ce que nous croyons en Afrique et ce que nous faisons en Afrique dans le domaine de l'agriculture. Entre le choix d'un discours ou bien le choix de vous raconter une histoire, d'une vision, ou bien tout simplement d'un objectif. Oui, effectivement, pour ce qui concerne le thème, le débat pour le financement et pour l'agroalimentaire en Afrique est actuel et il a bien eu lieu. Le monde aujourd'hui, c'est 7,3 milliards d'habitants. 7,3 milliards d'habitants. Et depuis 20 ans, on fait la corrélation entre le nombre d'habitants et le disponible alimentaire sur Terre. Quand on était 5 milliards d'habitants, on produisait 5 milliards de tonnes. À 6 milliards d'habitants, on produisait 6 milliards de tonnes de produits alimentaires tout confondus. À 7 milliards d'habitants, on produit effectivement 7,3 milliards de tonnes de produits alimentaires tout confondus. Ça veut dire qu'il faut 1 tonne par personne et par an. Ça, c'est la moyenne. C'est la moyenne qui nous amène vers ce qu'on appelle aujourd'hui la paix alimentaire. Mais les 7,3 milliards de tonnes, l'humanité a mis plus de 10 000 ans de constant progrès pour y parvenir. 10 000 ans de constant progrès pour y parvenir. Mais quand l'humanité va doubler en l'an 2050 ou bien 2060, il nous faudra doubler cette production alimentaire. Donc passer à 14 milliards de tonnes. Donc ce que nous avions fait en 10 000 ans, on nous demande maintenant de le faire en 50 ans seulement. C'est ça l'enjeu. Et l'Afrique va doubler dans 25 ans, ce qui n'arrange pas du tout la chose. Et c'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui, je voudrais, pour revenir au thème, vous présenter l'Afrique. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'Afrique, comme nous l'avons vu pendant 20 ans, ou bien 20 ans, 25 ans de recherche sur la géophysique du continent. Maintenant, cette Afrique que nous avons découverte, que nous avons redécouvert, va nous permettre de faire face à une autre production agricole, nous donner la solution. Mais cette solution, elle ne viendra pas seulement d'Afrique, elle viendra de nous tous. D'abord, je peux dire, en félicitant la France, premier pays agricole d'Europe, nous avons vraiment à apprendre de vous. Agraria Africa, c'est une façon de dire agriculture africaine. Peut-être que cette ferme, elle est belle. C'est une vision. Il est possible qu'on puisse la réaliser. Donc, l'investissement par le secteur privé. Déjà, l'investissement par l'État et tous ses partenaires confondus n'a pas suffi. La preuve, l'Afrique est en difficulté. 500 millions de personnes ont faim en Afrique.
500 millions de personnes, ce n'est pas rien. Et la famine, vous ne pouvez pas la décrire. Vous avez avalé, vous avez ingéré de l'âme qui vous brûle les intestins et qui vous oblige à quitter et à prendre n'importe quel autre choix. Cet investissement n'a pas suffi pour l'ensemble des pays. Donc il faudrait qu'on change de stratégie, qu'on trouve d'autres investissements beaucoup plus innovants, ce que nous avons découvert tout à l'heure. Mais avant tout, présentons l'Afrique. On dit que c'est un continent géant, mais comment? On peut y mettre les États-Unis, on peut y mettre la Chine, on peut y mettre l'Europe, on peut y mettre l'Inde, on peut y mettre l'Indonésie, le Japon, la Corée et les Philippines. Si on pousse un tout petit peu, on peut y mettre Cuba et Singapour. Mais ce n'est pas tout. Quand je faisais cette carte, effectivement, elle fait le tour du monde. Mais je la faisais pour montrer une chose ou bien deux choses. D'abord, que l'ensemble des populations qu'on peut mettre dans cette carte, ça tourne autour de 4 milliards 250 millions de personnes. Et l'Afrique, c'est seulement 1 milliard 200 millions de personnes, 1 milliard 100 millions de personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique n'est pas surpeuplée. On peut y mettre encore davantage 3 milliards de personnes et être toujours au même niveau de densité de population que ces pays que je viens de montrer. Mais attention, on peut surpeupler tout un continent avec une seule personne, quand cette personne-là ne sait pas tout faire. Deuxièmement, le PIB de l'ensemble de ces pays que j'ai mis dans cette carte tourne autour de 53 000 milliards de dollars, alors que l'Afrique, c'est seulement 2 600 millions de dollars. Vous pouvez suivre mon œil, mon clin d'œil, et savoir qu'un jour, l'Afrique peut être un potentiel. Mais l'Afrique, c'est aussi sa géophysique. C'est un continent qui se situe exactement entre les parallèles 40 nord et les parallèles 40 sud. Ça veut dire quoi? Scientifiquement, que l'équateur va diviser l'Afrique en deux hémisphères exactement égaux comme il divise le monde. Mais cela aura un impact, bien sûr. Quand on retarde, bien sûr, la symétrie, quand on retourne l'Afrique pour la première fois upside down, quand on l'avance, on se rend compte qu'il y a une symétrie parfaite entre le nord et le sud. Mais aussi, si c'est vrai à gauche, il doit être vrai à droite. Donc, voilà cette Afrique-là. Cette Afrique, pour la première fois, nous dit, attention, il y a quelque chose, nous sommes peut-être le modèle du monde. Dans d'autres études qu'un jour j'aurai la chance de vous montrer sur la géophysique du continent africain, on va se rendre compte que l'Afrique, divisée par l'équateur en deux hémisphères égaux, ne veut pas dire simplement une division mathématique, mais aussi, regardez l'environnement. Quand on l'incline à 11 degrés, voilà, la forêt qui est au sud colle exactement et parfaitement à la forêt qui est au nord. Et ce que je suis en train de vous montrer ici, environnementalement parlant, est aussi vrai peut-être géologiquement, minéralement parlant, ou bien dans la pollution animale. Alors, donc, l'Afrique est un continent spécial, même très spécial. Alors, c'est cela qui nous a permis aujourd'hui de voir à gauche. Je vais retourner un peu, excusez-moi. Ce schéma à gauche nous montre l'Afrique actuelle, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, etc. C'est à partir de cette Afrique qu'on veut faire un développement, mais on n'y parvient pas. On n'y parvient pas encore. Mais regardons maintenant ce que nous donne l'Équateur. L'Équateur, en divisant en deux hémisphères égaux, nous dit qu'au nord, vous avez un climat méditerranéen. Exactement au sud, vous avez le même climat méditerranéen. Ensuite, vous avez le désert du Sahara. Ensuite, le désert du Kalahari au sud. Ensuite, la zone sahélienne nord et la zone sahélienne sud. Ensuite, vous avez la zone tropicale nord humide et la zone tropicale sud humide. Voilà l'Afrique que nous a donné l'Équateur. C'est une Afrique où on produit toutes les cultures du monde parce qu'on est entre les parallèles nord, 40 nord et 40 sud. On peut produire toutes les cultures du monde, toutes les plantes du monde, sans exception aucune. Et le fait qu'on soit divisé en deux par l'Équateur veut dire que nous pouvons produire non seulement toutes les plantes du monde, mais 2 fois dans l'année. Regardez, par exemple, quand en bleu, c'est l'hiver, au sud, c'est l'été. Et en bleu, pendant l'hiver, on peut faire nos agrumes. Et 6 mois après, on fera les agrumes au sud. Même chose pour les raisins, même chose pour les mangues en pays jaune, etc. Donc,
l'Afrique nous donne cette opportunité. Si on peut produire toutes les plantes du monde et 2 fois dans l'année, pourquoi a-t-on faim? Pourquoi a-t-on faim? Au diable, pourquoi a-t-on faim? Alors, donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pensé à une agriculture africaine. Une agriculture qui nous permet non seulement de produire toutes les plantes du monde, mais 2 fois dans l'année, mais d'interchanger. Alors, les pays bleus, comme les pays rouges, ou bien les pays jaunes, peuvent se réunir et maintenant commencer à planifier la production agricole du continent, comme si l'Afrique avait été un seul pays et que l'Équateur était la seule frontière qui vaille. C'est cette Afrique-là que je voudrais vous présenter aujourd'hui. C'est-à-dire, après avoir travaillé pendant 30 ans, comment et quelles solutions avons-nous trouvées pour ce continent? En tout cas, pour ce qui concerne l'agriculture. Alors, la vision, une seule, la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire. On ne veut rien d'autre. Il faut que l'Afrique mange. Si l'Afrique ne mange pas, c'est le monde qui va en souffrir. Il faut qu'il mange. Et maintenant, organiser et engager les agriculteurs dans la culture familiale, les PME, les commerçants, les fabricants et vendeurs d'intrants, l'assurance, les moyennes et grandes entreprises, les usines, les banques, les transporteurs, les partenariats publics-privés, les gouvernements, les communautés économiques régionales, le CADAP, les PPDA, l'Union africaine et nos partenaires internationaux. C'est tout cela qu'il faut organiser et engager, comme il l'a dit si bien tout à l'heure dans son discours, le président René Caron. Alors, donc les objectifs, c'est quoi? On n'en a que 4. Apporter aux acteurs la chaîne des valeurs. L'organisation, le coaching, le financement et le marketing. Alors, donc, d'abord, il faut savoir que c'est le marché qui tire la production. Le marché. Mais le marché, c'est quoi? Le marché, c'est ça, du poulet, des raisins, de la carotte, du poisson, etc., etc. C'est ça, on parle de ça. C'est-à-dire, il faut dire ce que nous voulons, c'est ça. Alors, mais maintenant, l'accompagner d'une production de haute valeur ajoutée, de légumes, de céréales, de forêts, de poissons, de volailles, de lait, de viande, etc. C'est ça que nous voulons. C'est-à-dire, il faut dire ce que nous voulons exactement. Alors, maintenant, et pour cela, il faudrait qu'on comprenne et définisse l'agriculture. Parce qu'on a l'habitude de nous demander pourquoi ça n'a pas marché depuis les indépendances. Mais c'est parce que peut-être qu'on ne comprend pas le rôle et le sens de l'agriculture. Regardez, l'agriculture, ce n'est plus l'exploitation agricole. C'est les machines, c'est les banques, c'est la logistique, c'est les services alimentaires, c'est la vulgarisation, c'est les intrants exactement. Ce n'est plus, par exemple, là, dans l'exploitation agricole qu'il faudra investir. Il faudra tenir compte de tous ces segments de la chaîne des valeurs. L'agriculture englobe toutes les activités. Disons, les intrants, les engrais, les semences, les machines, etc., etc. Pourquoi on le dit? Pourquoi on le montre si clairement? Parce que je prends le cas de mon pays, le Sénégal. L'État ne finance l'agriculture que pendant l'hivernage, quand il pleut. Et quand il finance l'agriculture, c'est donner les engrais à l'exploitation agricole. Alors, où se trouvent les autres segments de la chaîne des valeurs? Donc, tout secteur ou bien tout segment qui manque va effectivement porter préjudice à la production ou bien à la productivité. Quel est le rôle maintenant de l'importance de l'agriculture dans une économie nationale? En France, ce n'est pas le problème. Je vous donne ici l'exemple. Je suis aussi agriculteur, parce qu'ici, je suis dans ma ferme. Nous avons 6 pivots que nous faisons tourner malgré le bon vent. Alors, l'agriculture n'a pas été le premier système à nourrir l'homme. Le premier système à nourrir l'homme, c'était la chasse, la cueillette. C'était la pêche. Alors, donc, avant l'agriculture, les sociétés humaines ont erré pendant des centaines de milliers d'années, disons des millions d'années, à la quête de la nourriture. Une famille toute entière peut passer toute la journée à la recherche de la nourriture. Et quand l'agriculture fut découverte et la récolte stockée dans les greniers, la famille se posa alors 2 questions. Que devons-nous faire avec le surplus de temps que nous avons devant nous? Parce qu'on passait toute la journée à chercher la nourriture. Ensuite, que va-t-on faire avec le surplus de bras que nous avons avec nous? Parce qu'on a amené toute la famille à la recherche de la nourriture. Maintenant, le grenier est déjà plein. La réponse: le rôle de l'agriculture, c'est de libérer du temps et des bras pour les sociétés humaines.
le temps et les bras nécessaires à la société pour développer l'art, les sports, le développement, la médecine, l'architecture et peut-être la politique. Les bras et le temps transformés maintenant en personnes jour nécessaires pour développer les services et les infrastructures, par exemple. Pour vous donner un exemple, la piste d'Abu Dhabi, il a fallu 6 millions de personnes jour pour la construire. Alors, pourquoi nous avons donné cet exemple? Mon président de la République, Macky Sall, a un programme de développement. Construire les écoles, construire les routes, construire les hôpitaux, etc., etc. Mais quand on prend son programme et on l'aligne, en combien de personnes jour faut-il? Peut-être 600 millions de personnes jour, peut-être 1 milliard de personnes jour, alors que nous ne sommes que 14 millions de personnes. Donc il faudrait raisonner en termes de personnes jour. La nourriture, effectivement, comme nous le savons, est vitale. Mais pourquoi l'éducation, la santé et les infrastructures reçoivent-elles plus de fonds que l'agriculture à l'allocation annuelle budgétaire de l'Assemblée nationale? Chaque année, ces structures, ces départements reçoivent plus d'argent que l'agriculture. A-t-on compris véritablement le sens de l'agriculture? Alors, c'est pour dire aussi que les pays développés sont avant tout des puissances économiques. Regardez la France. La France est un pays agricole, est une puissance agricole avant tout. Allez aux États-Unis, vous y amenez tout ce que vous voulez, on vous laisse passer, mais sauf de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas contaminer la culture américaine. Et ils l'ont bien compris, les Américains, car nous l'avons écrit une fois. L'arme nucléaire est certes dissuasive, mais l'arme alimentaire est encore plus redoutable parce qu'elle est persuasive. Alors, donc, la sécurité alimentaire va libérer les énergies de centaines de millions de personnes pour aller au travail. C'est cela le message. Effectivement, c'est le message qui reçoit, qui rencontre le message qui est développé par femme. Alors, sans commentaire. Maintenant, pour aller à l'action. Pour aller à l'action, nous avons conçu des pôles de développement, les agropôles et les domaines agricoles. Les agropôles, c'est pour insérer les jeunes dans les no man's land. Les domaines agricoles, c'est pour travailler dans les zones de production traditionnelles avec les petits agriculteurs. Par exemple, nous prenons 30 000 à 50 000 hectares et nous faisons ce qu'il faut pour moderniser la petite paysannerie. Et par exemple, les agropôles, c'est entre 30 000 à 50 000 hectares par pôle de production. On a conçu les agropôles en 1989 et aujourd'hui, le Maroc est en train de lancer ses agropôles. Aujourd'hui, le Gabon est en train de lancer ses agropôles, etc., etc. Mais il fallait commencer par quelque part. Et maintenant, ces agropôles et domaines agricoles devraient être effectivement étalés sur les bandes géoclimatiques que nous avons en Afrique. Donc, regardez, dans une agropole, on aura les productions, on aura l'aménagement, la gestion, la vente et distribution des intrants, la logistique, l'emballage, etc., etc. Donc voilà comment se défilent, en tout cas, les services autour de la production dans une agropole. Et que maintenant, s'il faut financer, il ne faut pas financer seulement les producteurs, mais il faudra financer l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, c'est ainsi que chaque filière, maintenant, autour de chaque filière, il faut créer cette chaîne de valeur. Et maintenant, on donne l'exemple d'un pays, par exemple la Sierra Leone, et nous avons un représentant de Agraria dans chaque pays au niveau du continent. Nous avons déjà démarré. Alors, c'est ainsi qu'au niveau des bandes, nous aurons le Maroc et l'Afrique du Sud, le Malawi et le Tchad, le Nigeria et la République démocratique du Congo. C'est pour donner seulement des exemples. Et autour de ces zones agroclimatiques, ils vont développer les domaines agricoles et les agropoles sur l'ensemble des territoires. Alors regardez ici, nous avons un domaine agricole, une agriculture traditionnelle. Regardez comme c'est distribué. Et ici, nous avons une transformation vraiment à échelle d'une agriculture traditionnelle. Et ici, nous voyons dans le détail comment est-ce que les besoins ont été réalisés. Et là, nous voyons la transition à gauche avec une agriculture traditionnelle et une transition à droite avec une agriculture moderne. Car il faut aller vers cette modernisation, qu'on soit petit ou bien qu'on soit grand. Voilà par exemple la conception d'une agropole. C'est une ville qui est dessinée à la main, avec ses pivots, avec ses écoles, avec etc., etc. Donc, cette jeunesse a besoin de ça parce que la jeunesse ne peut plus habiter, ne peut plus acquérir en tout cas des logements ou bien des habitations en ville. Il faut les sortir, les dégager pour créer de nouvelles villes agricoles,
Une ville agricole, c'est la production, c'est les services, c'est le transport, etc., etc. Donc voilà, la gouvernance de la valeur, la chaîne de valeur. Comment Agraria est organisé? Agraria nomme un directeur général. Ce directeur général géré et nommé par une assemblée générale. Et dans l'assemblée générale, il y a 50 personnes, de 50 à 100 personnes, ils vont élire un conseil d'administration de 15 membres. Donc le directeur général et le CA de 15 membres. Et ce CA de 15 membres, géré par une administration, par un conseil d'administration, avec un président, donc, et un directeur général qui va gérer tout ce qu'il y a comme logistique, vulgarisation, contrôle. Mais à côté, ce qui est important, nous avons les directeurs des filières. Chaque filière a un directeur. Tomates, viande, riz, maïs. Riz et maïs, c'est des céréales, mais c'est des filières différentes. Parce qu'ils ne font pas la même chose à la même place. Nous avons aussi les services. Donc c'est l'ensemble de ce programme qui va essayer d'interagir. Mais comment? Donc les directeurs des filières inscrivent les agriculteurs. Et maintenant, ils collectent les données dans chaque ferme. Ensuite, nous avons, l'ouverture des comptes bancaires. Donc, il faut bancariser le système rural. Ensuite, nous avons la production. Ensuite, nous avons les labos. Donc, on accompagne les agriculteurs. Donc, du semis au labo. Nous avons le magasinage de la production. Et finalement, nous avons la commercialisation pour aller vers le marché. Voilà l'organisation, voilà le coaching, voilà le financement et voilà le marketing. Le processus. Voilà. Donc, l'inscription des producteurs. Le producteur ouvre un compte bancaire. Si vous n'avez pas le compte bancaire, vous ne pouvez pas faire partie. Nous voulons nous organiser, nous voulons nous discipliner. Donc, les données sont collectées au niveau de la ferme. Le producteur reçoit maintenant les intrants. Et maintenant, il va vers la production. D'habitude, on donnait les tracteurs aux producteurs. Maintenant, on ne va plus donner les tracteurs aux producteurs. Nous allons créer des PME de services qui vont subir la formation et qui vont donner des prestations de services aux producteurs. Et ainsi de suite. Donc, voilà donc Agraria Africa avec son schéma qui fonctionne comme cela. Mais si on y apporte un élément fondamental, c'est-à-dire l'irrigation, voilà comment ça va tourner. Ça va tourner comme cela parce que nous avons demandé à tous les pays africains, à Maputo, de donner 10% de leur PIB, de leur budget à l'agriculture. Et quand, par exemple, nous sommes rendus compte que ceux qui ont donné 10% de leur PIB sont toujours encore pauvres, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Il faudrait les réunir sur la base de quelque chose qui marche. L'irrigation. L'irrigation, moteur de la culture. Oui. Regardez les plus grands pays irrigateurs du monde et la production. Le PIB agricole en 2004, j'ai choisi cette année parce que l'Égypte était numéro 1 du continent devant le Nigeria. Et pourtant, en Égypte, il ne pleut pas une seule goutte d'eau. Mais parce que l'Égypte irriguait 3300, cultivait sur 3 300 000 hectares et il irriguait 3 300 000 hectares. Donc voilà la classification. Et parmi les 12 premiers pays africains, les 8 étaient dans les zones sèches. Donc l'irrigation avait un rôle très important. Et l'Afrique, pourtant, dit-on, n'a pas assez d'eau. Oui, l'Afrique a beaucoup d'eau. Nous avons près de 5 000 milliards d'eau disponibles dans le continent. Et nous avons besoin que de 10%, pardon, que de 20% de cette eau pour irriguer 100 millions d'hectares. Et pourtant, aujourd'hui, l'Afrique n'irrigue que 13 à 15 millions d'hectares. Très peu. Alors, donc, si on regarde maintenant tout cela, on doit pouvoir orienter plus ou moins la culture de ce continent. Je me rappelle, en 1998, ici au Sénat en France, j'ai été invité lors d'une réflexion sur comment nourrir le monde en l'an 2050. Et tout le monde parlait des céréales. Et ce jour-là, je disais, écoutez, nous devons passer à une autre révolution conceptuelle si on doit multiplier par 2 la production alimentaire mondiale. Et cette fois-ci, ce sera les fruits et légumes. À l'époque, personne ne pouvait me croire. J'ai essuyé alors des coups. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'agronome sénégalais de 1998 avait bien raison. Et qui a donné raison à l'agronome sénégalais? C'est bien la Chine. Nous allons le voir tout à l'heure. Voilà le menu mondial. Nous avons 39% de céréales, 13% de racines et tubercules, etc.
le monde, pour les Amériques, pour l'Asie, pour l'Afrique et pour le Sénégal. Voilà la contribution des cultures. Nous avons que les céréales sont en train de chuter. Les fruits et légumes sont en train de monter. Alors, on se pose la question, est-ce que les fruits et légumes vont dépasser les céréales? Parce que c'est l'enjeu fondamental. Regardez la Chine qui a rattrapé et dépassé les États-Unis en rouge. Alors, cette Chine, regardez la production de fruits et légumes en Chine, en Inde, dans le monde. Mais regardez ça. Ça veut dire qu'en rouge, les céréales ont été rattrapées et dépassées par les fruits et légumes en Chine. Et moi, pendant que je parlais en 1998, il y avait 4 fois plus de production de céréales que de légumes en Chine. On ne pouvait pas me croire. Mais aujourd'hui, il y a 150 millions de tonnes de plus en fruits et légumes en Chine. Donc la réponse a été apportée par la Chine, mais aussi surtout par les fruits et légumes. L'Afrique. Nous sommes pauvres et nous avons faim avec ce schéma-là. Maintenant, en regardant ce qui se fait en Chine, c'est ça qu'il faudra modifier. Maintenant, les projections pour éradiquer la faim d'ici 2025. De 500 millions de tonnes à 600 millions de tonnes à 2 milliards, quasiment 1,9 milliard de tonnes. C'est ce qu'il nous faut. Quand on dit qu'il faut éradiquer la faim en Chine, en Afrique, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire cela? Donc, comment faire? Nous avons 200 millions de superficie cultivée, 200 millions d'hectares. Alors, maintenant, il faudra convertir un des 100 millions d'hectares en culture traditionnelle moderne. Il faudra la moderniser. Il faudra aussi ajouter 75 millions d'hectares en pluvial moderne, mais aussi ajouter 25 millions d'hectares en irrigué moderne pour arriver à 300 millions d'hectares. Donc, pour un besoin de 1,5 milliard de tonnes, il nous faudra aller vers une production de 1,9 milliard de tonnes. Et voilà le schéma. En 2004, voilà ce qu'on avait. On était à 618 millions de tonnes. En 2012, on est à 800 millions. Et en 2025, il faudra atteindre les 1,900. Et pour cela, il faudra modifier les superficies, mais il faudra modifier aussi les types de cultures que nous avons. Donc nous allons passer beaucoup plus en fruits et légumes. Alors, donc le financement de la culture au Burkina et au Sénégal, on se rend compte que 20% vient de l'État, 1% seulement vient du secteur privé. 1% seulement. 20% de la CEDEAO, 10% donc du reste de l'Afrique, mais 50% à peu près des partenaires internationaux. Voilà comment la culture africaine est financée en général. C'est le même scénario au Sénégal. Plus de 50% du financement extérieur et seulement 38 à 54% du financement local. Donc, financement sur la culture par le secteur privé. Voilà. Si par exemple on devait irriguer 5 millions d'hectares, voilà la répartition. Et voilà comment le secteur privé allait effectivement s'impliquer. Donc, sur les 5 millions d'hectares irrigués, nous avons plusieurs scénarios. Un scénario sur 5 ou sur 10 ans, un scénario sur 7 ans, un scénario de 25 millions d'hectares en 10 ans. Voilà le schéma. Et voilà qu'il nous faut mobiliser 54 milliards de dollars pour pouvoir le faire. Et ça, les États ne peuvent pas le faire. Il n'y a que le secteur privé qui pourra le faire. Donc, comment le pérenniser? Comment gérer tout cela? C'est-à-dire que les producteurs vont s'organiser dans le type d'organisation que je viens de montrer. Donc, ils ont une base de données. Et maintenant, la production est financée par les différents segments de la chaîne de valeur. Le marché va prendre 25%. Comment? Mais quand le marché fait la commande, il n'a qu'à avancer 25%. Les PME vont financer 25%. Moi, quand par exemple je vends de l'engrais dans ce schéma-là, hein, on vous paye 75% upfront, c'est-à-dire tout de suite, et les 25% après la récolte. Agraria Africa, le programme qui gère tout cela, doit aussi faire des prestations de services. Et ainsi, l'État va donner seulement 5% et les banques 20%. Maintenant, comment est-ce que nous allons faire pour payer tout cela? Agraria, par exemple, pour 1 million de tonnes d'engrais qui sont vendus, c'est 1 million de tonnes à $500 la tonne, il y a 5% de taxes que ceux qui vendent à l'intérieur de l'Agraria payent. Donc voilà, 25 millions de dollars tout de suite. Et maintenant, les producteurs, quand par exemple c'est le tonne qui vaut 400 à $600, c'est 10 dollars qu'il faut payer la tonne.
Quand c'est 600 à 800 $, c'est 15 $ qu'il faut payer la tonne. Quand c'est 1200 à 1400 $, c'est 30 $ qu'il faut payer la tonne. Donc c'est ça qui permettra, hein, à Agraria d'avoir des revenus. Et maintenant, ces revenus, il y a 10%, 20% qui vont, par exemple, au fonctionnement d'Agraria, à 20% qui vont retourner aux agriculteurs et 5% effectivement qui vont servir au financement de la production agricole. Et voilà que cet argent, comment est-ce qu'il est distribué, hein, comme fonds de roulement, comme réserve, mais aussi comme appui à l'Union africaine et au programme du NEPAD. Je suis en train de terminer. Donc, il faudrait qu'on aille vers une certaine industrialisation de l'agriculture. Industrialisation au-delà de la mécanisation. Car la nouvelle citoyenneté que nous allons avoir dans la ferme, ce n'est plus seulement que des agriculteurs, c'est des mécaniciens, des électriciens, des ordinateurs, des satellites et des robots. N'oubliez pas qu'en Afrique, il y a des centaines maintenant de millions de portables. Donc, avoir des processus de bonnes pratiques, de normes et de standards appliqués à la production agricole, pratiques vertes pour une économie verte peut-être. Finalement, les résultats, j'en finis. Le business dans l'agriculture va augmenter visiblement. Les superficies équipées dans l'agriculture vont augmenter sensiblement. Les rendements vont augmenter. L'intensité culturelle va augmenter. Là, je suis dans ma ferme. La production agricole nationale va être boostée. Une augmentation du nombre de PME de valeur dans la chaîne de valeur signifie une croissance des transactions dans l'économie nationale. Et l'économie va avoir un impact réel sur l'emploi. Le gouvernement va augmenter son assiette fiscale. Le gouvernement va augmenter ainsi le pouvoir d'achat et l'épargne nationale. L'augmentation des PME le long de la chaîne des valeurs va motiver la révision et l'adaptation d'un nouveau curriculum dans la formation et l'éducation. Le disponible alimentaire va créer des centaines de millions d'emplois directs et libérer du temps et des bras pour des millions d'emplois indirects. 1 hectare irrigué emploie 10 personnes dans la chaîne de valeur. 5 millions d'hectares emploient 50 millions de personnes. 1 tonne de produit libère 1 personne. 1 hectare produit 20 tonnes en moyenne. 5 millions d'hectares vont produire 100 millions de tonnes et libérer 100 millions de fermes. In fine, 5 millions d'hectares irrigués produisent 100 millions de tonnes. Emploie 50 millions de personnes. Nourrit 100 millions de personnes. Libère 100 millions de personnes. Qu'est-ce qui fait bon de manger lorsqu'on a faim? Je vous remercie.